parler de notre ville, cette ville qui vous accueille aujourd'hui et pour ce temps d'études et de partage que vous avez ensemble. Notre ville, elle est une ville un peu grise. Je ne sais pas si c'est l'impression que vous en avez en arrivant. Elle est une ville qui a perdu 50% de ses arbres depuis 75 ans, pour tout un tas de raisons, liées aux aménagements urbains, liées à l'encombrement des sous-sols, liées à des maladies qui ont atteint nos sujets végétaux, liées peut-être aussi à des questions de gouvernance et d'une forme d'inertie dans la façon de faire. Mais le résultat est là, c'est-à-dire qu'on est une ville qui s'est vidée de ses arbres. Alors, cependant, on est une ville qui est extrêmement grande, vous le savez peut-être, 240 km², ça fait de nous une commune extrêmement étendue dans laquelle on peut faire tenir, par exemple, Paris plus Lyon, à l'intérieur de Marseille. On est une ville en sous-densité dont le périmètre administratif englobe beaucoup de fonciers naturels en réalité, notamment tout le réseau des collines et des calanques qui nous environnent. Alors sur nos 240 km², on peut se gargariser de se dire qu'on a 100 km² d'espace naturel, c'est-à-dire 40%. C'est beaucoup, 40% pour une ville. La réalité, c'est que sur ces 40% et sur ces 100 km² d'espace dit naturel, il n'y a que 10 km² qui sont dans la zone urbaine. C'est-à-dire qu'en fait, on est une ville qui compte comme espace vert des espaces finalement peu accessibles, très périphériques, peu aménagés et dans lesquels, à moins d'habiter juste à côté, ce qui est assez rare, on va rarement quand on est un Marseillais ou une Marseillaise, on y va de temps en temps le week-end marcher avec ses enfants et s'aérer, mais la réalité de notre ville urbaine et de notre périmètre urbain, c'est qu'il est très bétonné avec très peu d'espace vert. Vous le savez, l'OMS recommande 12 km² d'espace vert accessible à moins de 300 mètres de chez soi pour qu'on vive dans des bonnes conditions de santé. À Marseille, on est à peine à 4,6 m² d'espace vert urbain accessible pour les habitants. Et si on regarde en plus la répartition de ces espaces verts à l'échelle de notre ville, c'est 2,5 m² par habitant sur la partie nord, qui concentre, pour ceux qui ne connaissent pas Marseille, les quartiers les plus en difficulté, et 5 m² par habitant sur la partie sud, qui concentre les quartiers résidentiels, on va dire, les plus favorisés. Donc on est une ville qui se raconte une histoire d'être une ville relativement verte dans sa composition, mais qui en réalité est une ville extrêmement grise, une ville étalée, une ville où on a une trame verte et bleue très fictionnelle, qui n'existe pas vraiment par de la préservation de corridors de biodiversité. Une ville, en outre, où les espaces publics, jusqu'à présent, étaient assez résiduels. Marseille est une ville qui n'a pas vraiment de plan d'urbanisme. C'est assez étonnant pour ceux qui sont du métier. Les derniers grands plans d'urbanisme qu'on trouve, ils datent du 19e siècle avec les percées haussmanniennes qui ont dessiné des grandes ouvertures dans la ville. Il y a ensuite, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la reconstruction de toute une partie du Vieux-Port qui a été détruite, qui là fait l'objet vraiment d'un plan d'urbanisme volontaire dédié. Et puis ensuite, ce qui se passe à Euromed depuis les années 90, en avançant sur l'arrière portuaire. Hormis tout ça, il n'y a pas de grand programme d'urbanisme à Marseille depuis le 19e siècle, ce qui explique que finalement, la ville, elle s'est faite au gré des initiatives privées. Les promoteurs ont fait pousser des immeubles de ci, de là. Et les espaces publics, qui sont des espaces précieux pour la végétalisation, sont finalement des espaces résiduels. À Marseille, les espaces publics, c'est un peu ce qui reste une fois que les acteurs privés se sont servis et ont découpé leurs parcelles et ont construit leurs projets. Et donc, ces espaces publics qui sont pour moi le cœur de la ville, c'est-à-dire que pour moi, une ville, c'est une chose extrêmement organique qui se déploie et qui s'organise à partir des espaces publics. C'est le sens des cités de l'Antiquité, où finalement, ce sont ces espaces du commun qui font que les humains autour se sont organisés. À Marseille, c'est l'inverse. À Marseille, l'espace public, c'est ce qui reste quand l'espace privé s'est construit. Et donc, on a des espaces publics non seulement résiduels, mais globalement peu végétalisés. Des sous-sols encombrés, je vous l'ai dit, et puis globalement des problématiques qui sont que nos espaces publics servent principalement à faire rouler des voitures plutôt qu'à faire se réunir des humains, et tout ça contribue à des phénomènes d'îlots de chaleur qu'on connaît tous dans la Méditerranée, mais qui chez nous sont particulièrement exacerbés par tous ces phénomènes empilés. Alors face à ça, que faire ? Certains d'entre vous le savent, on est une nouvelle majorité écologiste et de gauche et citoyenne qui a été élue il y a à peine 2 ans. Face à un défi de cette ampleur, c'est compliqué de savoir par quel bout le prendre. Et parfois, le risque, c'est de se dire on a pris des tas d'engagements, mais comment on va les concrétiser, comment on va y arriver ? Le travail est énorme. Et je crois
en l'espoir et je crois au courage. Et donc, c'est un peu ça que je vais essayer de vous raconter, la façon dont ça s'est fait. Alors, d'abord, on a déjà fait pas mal de choses en à peine 2 ans. On a adopté, construit avec l'ensemble des parties prenantes, dont les paysagistes qui ont participé, une charte de la construction durable qui s'impose désormais à l'ensemble des projets de construction sur notre territoire. Et cette charte de la construction durable, elle fixe comme un principe clé de composer avec le déjà là. Et dans le déjà là, il y a le patrimoine architectural auquel on pense naturellement, mais il y a aussi le patrimoine végétal. Pour moi, c'est extrêmement important de considérer que le végétal est une partie du vivant qui nous préexiste et face auquel on doit avoir de l'humilité et composer avec lui et autour de lui autant que possible. Bien entendu, il ne faut pas sombrer dans l'extrême opposé et de se dire qu'on ne touche pas au moindre brin d'air pour construire. La ville, elle a besoin de se construire et notamment de se reconstruire sur elle-même pour arrêter cet étalement urbain qui est néfaste à nous tous et qui détruit tous les équilibres écologiques dont on a besoin. Donc il faut trouver le juste milieu, mais en effet, partir d'un principe de regarder le déjà là, c'est-à-dire de faire un bilan végétal en amont des opérations, ce qui n'était pas toujours le cas, et à partir de là, de se dire qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qui est essentiel à garder et de quoi on fait un invariant en fait, du projet autour duquel l'opération doit se construire. Dans cette charte de la construction durable, on insiste également sur tout le volet bioclimatique qui du coup concerne à la fois l'architecture dans les matériaux, l'épaisseur des façades, les orientations, le fait de faire des logements traversants, etc. Mais aussi la question du végétal et plus globalement du paysage, parce que pour moi, le traitement paysager d'une opération n'est pas là pour faire joli. Hein, je le dis, on n'est pas un supplément d'âme cosmétique pour se dire que ce sera mieux de mettre 4 jardinières. On est là pour penser un projet qui, au plan organique, va pouvoir s'intégrer dans une ville qui existe et qui doit se composer à partir de ça. C'est pas toujours simple à faire passer comme message, mais moi, je crois vraiment à ça. Et au même titre que je crois à ça, je crois aussi qu'il faut en finir avec les visions de l'esprit. C'est-à-dire que là, on a de plus en plus de projets qui nous arrivent avec, sur des façades, une espèce de laitue géante, là, de la salade qui descend de tous les étages. On a l'impression d'être en Amazonie. Il y a carrément une jungle qui plante. Enfin bon, des trucs complètement ridicules, pas du tout adaptés à notre climat, dont on sait qu'ils ne vivront pas comme ça. Donc je fais nettoyer la laitue aux architectes. Maintenant, ça les fait rire. Je dis, bon, alors, vous prenez votre gomme, vous effacez la laitue, puis on va regarder ensuite l'opération. On est une ville méditerranéenne, on est une ville de soleil et de vent. On est une ville où on ne peut pas imaginer une flore tropicale suspendue au gré des balcons. Tout ça est absolument absurde. Donc il faut être sérieux en fait sur cette question du paysage. Elle n'est pas accessoire et je crois qu'il y a besoin de mettre ce sérieux-là dans la façon dont on fait les choses. Donc ça, c'est comment on accompagne les projets de construction en faisant un invariant. Et ensuite, la question de la végétalisation des espaces publics. Alors, à Marseille, c'est compliqué, la répartition des rôles entre la ville et la métropole. Je ne vais pas vous assommer avec ça, mais en tout cas, on est là pour pousser à la fois le fait de faire des espaces publics végétalisés, qu'on sera capable d'entretenir collectivement, parce que ça ne sert à rien de mettre des sujets fragiles à des endroits de passage intensifs qui, en fait, au bout de 3 mois, ne peuvent pas survivre. Donc, moi, je suis vraiment pour le pragmatisme, en fait, sur cette question-là et le sérieux dans la façon de faire les choses. Et je lis cette question du végétal et de paysage avec la désimperméabilisation des sols. Je pense qu'il nous faut aller vers des choix de revêtement d'espaces publics, de voiries, de cours de récréation qui laissent beaucoup plus respirer les sols, s'infiltrer l'eau. On est soumis à des phénomènes de pluie fortes, rares mais fortes quand elles arrivent, et on ne sait absolument pas encaisser cette eau. On a par ailleurs un seul réseau unitaire d'écoulement des eaux pluviales et des eaux noires et grises, donc tout ça arrive joyeusement à la mer quand ça déborde. Donc on a besoin de créer des zones d'infiltration de l'eau, ça me paraît extrêmement important. Et je dois vous dire que ce n'est pas forcément consensuel. On a fait l'expérience sur 2 cours de récréation d'une désimperméabilisation et d'une végétalisation massive des cours de récréation. On était persuadés, dans toute notre naïveté, que ça allait être super et que les gens allaient être hyper contents. Alors, on est arrivé, on s'est heurté d'abord aux équipes enseignantes et aux équipes d'encadrement des enfants pendant le temps de récréation, qui nous ont dit « vous êtes dingues, on ne veut pas gérer ça, comment ça, des copeaux, mais ça ne va pas la tête, les gamins vont être sales, les parents vont hurler, etc. etc. »
On s'est heurté à nos propres jardiniers qui ont râlé en disant mais ça va nous donner du boulot en plus, on n'a pas l'habitude, etc. etc. Et puis on s'est heurté enfin un petit peu aux parents, moins qu'aux enseignants. Je dirais que ça a été décrescendo. Les parents qui ont quand même un peu râlé en disant mais s'il y a des copeaux, nos enfants vont les avaler. S'il y a des plantes, ça va créer des allergies. Si vous mettez une glycine et si mon gamin il mange copieusement 1 kilo de fleurs de glycine, comment on va faire? Bon. Comme quoi, rien n'est consensuel et que parfois, on pense arriver la fleur au fusil sur des trucs joyeux et positifs et qu'il faut composer avec le réel et le réel, il est complexe. Donc, on a tenté de trouver un chemin et je trouve que l'expérience, elle est intéressante. C'est-à-dire qu'on a revu à la baisse, non pas l'ambition, mais la composition. On a choisi les matériaux, on a quand même mis des copeaux. Alors oui, c'est un peu le bordel, il y a des copeaux dans la cour de récré qui se baladent. Bon, aucun enfant n'a avalé de copeaux, hein, donc je pense qu'on peut quand même faire confiance au comportement des enfants. Mais on a trouvé un chemin qui finalement a tenu les mêmes objectifs de désimperméabilisation, mais a adapté la composition paysagère aux usages, en travaillant avec les jardiniers, parce qu'on s'est dit, si en fait on crée des choses que personne ne sait entretenir et ne veut entretenir après, parce que les gens se sont sentis braqués dans la discussion, on ne va pas y arriver. On en a fait 2, elles vivent plutôt bien. On a des retours d'expérience qui sont assez intéressants, et notamment des enfants. Ça, c'est assez amusant de voir qu'est-ce qu'ils inventent à partir de ce qu'on a fait. Et on a eu notamment un retour des enfants très amusant qui nous ont dit, comme du coup on a refait les sols avec des matériaux pour eux, mais du coup les sols sont plus lisses que ce qui était avant, parce que je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu l'occasion de rentrer dans une école marseillaise. On a un petit sujet sur l'état de nos bâtiments, l'état de nos cours. Enfin, globalement, tout ça a été très, très accidenté, on va dire. Et donc, il y a des gamins qui nous ont dit bah, « c'est super ce que vous avez fait, voilà, il y a des plantes, c'est joli, mais comment on fait pour les billes ?» Parce qu'en fait, comme avant, le sol, il était tout pourri, le bitume avait éclaté par endroits avec les racines, etc. En fait, c'était super pour jouer aux billes parce que ça leur faisait plein de petites encoignures où ils pouvaient caler la bille pour partir. Ils avaient inventé des parcours. Donc, on s'est dit, dans nos futures désimperméabilisations, il faut qu'on crée de l'aspérité dans le sol et pas des choses finalement aussi lisses que ce qui avait été créé. Donc, tout ça pour dire que le paysage est important s'il se compose avec les usages et que je crois qu'il faut vraiment faire avec les gens. Donc, on a déjà fait 2 cours. On lance l'année prochaine, normalement, 6 cours en désimperméabilisation. Et le projet, c'est d'aller évidemment de plus en plus loin dans ce travail-là. Et je crois que travailler dans ces espaces du quotidien pour les enfants est une chose importante, y compris sur la sensibilisation qu'eux-mêmes font ensuite à leurs parents. Moi, je crois que les enfants, c'est des lieux de diffusion de toutes ces pratiques et de tous ces changements. Donc, ça me paraissait important de vous le mentionner. Donc, voilà pour un petit, je ne vais pas être beaucoup plus longue, un petit passage en revue de ce qu'on a fait. On a amorcé également un travail avec notre agence d'urbanisme qui s'appelle La Gamme pour entamer un recensement et un inventaire des arbres, puisqu'on n'a pas d'inventaire des arbres à jour, à la fois dans leur typologie, leurs emplacements, et voir comment on peut ensemble se donner une sorte de charte de l'arbre. Alors, pour l'instant, je l'appelle comme ça, je ne sais pas si c'est le bon nom, mais l'idée de se donner un référentiel qui fait qu'on ne se pose pas des questions au cas par cas, mais qu'on se donne un peu une méthode plus globale pour avoir un impact, avec un double objectif, préserver ce qui existe et puis permettre de densifier le couvert végétal de notre ville qui en a bien besoin, avec une difficulté qui est que beaucoup de nos arbres se trouvent sur des parcelles privées. Comme en fait les espaces publics se sont vidés de leurs sujets arborés, les arbres qui existent, les arbres dans nos quartiers, les arbres en face de chez moi par exemple, en fait ils sont dans des jardins qui appartiennent à des acteurs privés. Et du coup on a parfois des frictions à ce niveau-là, c'est-à-dire que les gens qui passent devant l'arbre tous les jours, ils ont l'impression que c'est leur arbre de leur quartier qui est important dans leur paysage, dans leur vécu, mais en réalité cet arbre il est sur une parcelle privée. Il n'y a pas forcément d'interdiction à le couper un jour si les propriétaires veulent le faire. S'il y a un projet urbain, ça doit s'intégrer dans les réglementations. Mais du coup, on est un peu dans cette tension-là, avec un attachement très fort d'habitants à des arbres qui ne sont pas des arbres publics et donc qu'il est difficile de sanctuariser totalement. Donc, d'où l'idée d'une charte de l'arbre qui permettrait, quel que soit le statut du terrain où l'arbre a poussé, finalement, on s'en fiche un peu, hein, tout ça, c'est nos inventions d'humains, de se dire comment on peut sanctuariser et préserver les arbres.
Pour faire tout ça, on a porté notre candidature auprès de l'Union européenne dans le cadre d'un appel à projet sur les villes décarbonées à l'horizon 2030. On est très fiers parce qu'on a été sélectionnés. Quand on voit la situation de Marseille, ça donne vraiment un espoir fou. On a accroché à cette candidature tout un tas de projets et d'actions qui vont se mettre en œuvre dans les prochaines années en visant cet objectif extrêmement ambitieux. Il y a du coup des tas d'actions sur le paysage, sur le place de la nature en ville, sur les transports évidemment, sur la construction et sur aussi le fait de faire de notre patrimoine municipal quelque chose d'exemplaire à l'appui de cette transition écologique, notamment sur les questions énergétiques. L'idée, c'est que tous nos bâtiments soient désormais vraiment au service de cette transition. Donc tout ça est en cours. Il y a ce grand phare, je dirais, de cet horizon avec l'Union européenne. Et puis il y a notre besoin. Et aujourd'hui, maintenant, comment on peut faire? Je voulais saluer la présence de l'École nationale supérieure du paysage dans cette antenne marseillaise et de ce grand projet qui nous occupe beaucoup, qui est le regroupement de l'école d'architecture, de l'école du paysage et de l'Institut d'urbanisme et d'aménagement dans un seul et même institut, l'IMVT, l'Institut méditerranéen de la ville et des territoires, qui ouvrira ses portes tout près d'ici en centre-ville de Marseille à l'horizon de la rentrée 2023 et qui pour moi est exemplaire de ce qu'on doit faire. Ce qu'on doit faire, je vous le disais au début, c'est se parler, mais je pense que la façon dont on forme les futurs professionnels en transversalité, faire en sorte que les architectes arrêtent de penser qu'ils sont là pour faire des grands gestes et exacerber leurs égos dans une construction, une sorte d'extériorisation de leur névrose et de leurs égos, faire en sorte que les paysagistes ne soient pas un supplément d'âme qu'on se cale sur le côté pour faire joli et mettre des jardinières ou des potagers, faire en sorte que les urbanistes ne pensent pas des projets complètement hors sol, à la grande échelle, dans une grande vision sans aucun réalisme, et que tout ce petit monde fasse ensemble. Et c'est ce que va permettre l'IMVT. Moi, je suis très fière qu'on accueille sur notre territoire et je pense que Marseille a à la fois besoin de cette fierté et besoin de cette exemplarité parce que je suis convaincue que c'est vraiment de cette interdisciplinarité-là qu'on arrivera à transformer la ville de Marseille, mais aussi nos villes en général, qui, confrontées au changement climatique, ont besoin de vraiment se réinterroger sur leur modèle et trouver dans cette transversalité des réponses. Voilà, merci pour votre écoute.